Cyril Dalmat, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au journal L'Équipe, aussi footballeuse. Oui. Alors on voit qu'il faut une grosse dose de motivation quand on entend Martha pour faire du foot aujourd'hui quand on est une fille. Effectivement, c'est pas simplement aller faire du sport, c'est aussi une façon de s'émanciper pour beaucoup de jeunes filles, de jouer au football, aussi de s'affirmer. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile parce qu'on nous laisse pas toujours la place qui nous revient. On entend des remarques, que c'est pas un sport de femmes, qu'on n'a rien à faire là. Donc il faut Donc des souvent, remarques sexistes. exactement, beaucoup. Et il faut souvent avoir une immense volonté pour pas abandonner. Mais en général, les filles sont passionnées et trouvent toujours des moyens de pouvoir jouer, de pouvoir trouver des créneaux, même si c'est les derniers de la journée, entre 20h et 22h. Voilà. Il faut avoir cette motivation et cette envie de taper dans le ballon, et pas forcément pour devenir professionnel, mais des fois c'est aussi une façon de, voilà, comme je disais tout à l'heure, de s'affirmer, de montrer, d'aller chercher d'autres valeurs. Et c'est pas comme les garçons où quand on est tout petit, les parents nous inscrivent spontanément au football. Et là, c'est une démarche personnelle. Souvent pour les petites filles, oui, c'est une démarche personnelle. C'est souvent elles qui demandent à aller jouer au football. Et il y a des parents qui ne sont pas très réceptifs aussi, il faut pas se mentir, au fait de voir leur fille jouer au football. Et voilà, donc les filles qui arrivent et qui s'accrochent font souvent preuve de beaucoup de volonté. Alors, est-ce que cette volonté donc des filles a été dopée par la Coupe du Monde l'année dernière, par la Coupe du Monde des garçons? Je pense qu'il y a certaines filles qui ont été inspirées par le parcours de l'équipe de France de Didier Deschamps et qui se sont inscrites par la suite au football à la rentrée en septembre. Mais je pense que la Coupe du Monde qui va venir va peut-être un peu plus motiver les jeunes filles parce que elles vont avoir cette représentation de femmes qui jouent au football, et c'est important de se dire ah oui, je peux jouer au football, c'est un sport pour moi, il y a des filles qui jouent, qui arrivent en équipe de France, et ça, je pense que ça peut être une vraie motivation. Le symbole est important de voir qu'il y a des gens qui nous ressemblent et qui font le même sport. Comme ça, on peut se dire, eh ben oui, effectivement, il n'est pas fermé aux filles. Moi, quand j'ai commencé à jouer au foot, j'avais déjà 16 ans, et j'en voyais pas beaucoup à la télé, et je m'identifiais plus à des modèles masculins. Et pour moi, ce n'était pas du tout une carrière à suivre. Je ne me disais pas qu'un jour, je pourrais devenir footballeuse professionnelle, même si j'ai commencé tard. Mais voilà, donc il y a des petites filles peut-être qui vont avoir 7 ans et qui vont commencer et se dire plus tard, ce sera mon métier, et qui n'auront pas honte de le dire. D'accord, donc il faut qu'il y ait cette identification. Donc aujourd'hui, 30 millions dans le monde, 140 000 en France, et on cible 200 000 à l'horizon 2020. Oui, effectivement, la Fédération française de football a mis en place un plan de féminisation depuis quelques années déjà. La Coupe du Monde en fait 2011 en Allemagne avait été un vrai déclencheur parce que l'équipe de France avait fait un super parcours. C'était hissé jusqu'en demi, il me semble. Et ça avait inspiré beaucoup de jeunes filles, ça avait donné envie aux jeunes filles de jouer au foot. Et puis la Fédération française s'était dit aussi qu'il fallait poursuivre sur ce mouvement. On a franchi la barre des 100 000 licenciés, qui était une barre très importante. Et après, il ne s'agit pas simplement de trouver des joueuses, il faut aussi trouver des éducatrices, des entraîneurs ou des entraîneuses, je ne sais pas trop comment on préfère dire, mais voilà, il faut trouver des dirigeantes, des femmes qui vont s'impliquer dans les bureaux des clubs aussi, c'est important. Et il faut vraiment que le football faut que l'encadrement se féminise. Exactement, à laisser une vraie place aux femmes, parce que je suis assez d'accord avec Martha, c'est pas le genre qui définit si on peut jouer au football ou pas. Si on a envie, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Alors, la Coupe du Monde donc, se profile cette semaine. Comment se placent les Françaises? Parce que les Américaines restent quand même les meilleures. Ouais. Quelles sont les chances de la France? L'équipe de France a toutes ses chances d'aller jusqu'au bout et de remporter enfin son premier titre majeur sur la scène internationale. Effectivement, ça ne va pas être facile avec les États-Unis en face, qui ont déjà gagné 3 Coupes du Monde, qui sont tenantes du titre. Et voilà, ça va être peut-être l'adversaire potentiel des Françaises en quart de finale. L'équipe de France a un groupe, pour moi, abordable, avec la Corée, la Norvège et le Nigeria. Pour moi, c'est tout à fait possible pour les Bleus de finir première du groupe. Si c'est le cas, si les Américaines terminent première, elles se rejoindront donc en quart de finale. Ça va être une histoire d'état d'esprit parce que l'équipe de France a du talent. Il y a des très très bonnes joueuses. Et maintenant, il va falloir régler les petits détails qui font qu'on arrive à aller jusqu'au bout comme l'équipe de Deschamps l'année dernière.
Alors, comment se placent les autres pays? Par exemple, les Japonaises donc, qui ont remporté une coupe. Comment se place l'Asie en général? Il y a quelques années, c'était la Chine, le pays phare de l'Asie. Effectivement, elles ont un petit peu décliné. Le Japon est repassé devant en gagnant en 2011. Les Japonaises sont finalistes en 2015. L'année dernière, elles ont remporté le mondial U20 en France déjà. Donc, c'est une très bonne équipe, le Japon. Il faudra s'en méfier, même si l'équipe est un petit peu rajeunie et que voilà, elle fait un petit peu moins peur. Mais elle est capable de briller encore dans cette Coupe du Monde. Après, on aura la Corée du Sud aussi dans notre groupe. À mon sens, c'est pas une grosse menace. Elle peut se hisser jusqu'en 8e, voire en quart de finale. Et si l'on observe l'Afrique? L'Afrique a de bonnes équipes aussi. Le Cameroun était allé en 8e en 2015, en 8e de finale. Le Nigeria, qui est la meilleure équipe du continent, a fait un quart il y a une vingtaine d'années en Coupe du Monde aussi. Donc on peut imaginer les voir sortir de leur poule. Après, ça va pas être évident parce que le Cameroun, par exemple, avec le Canada et les Pays-Bas qui sont championnes d'Europe, et la Nouvelle-Zélande, le Nigeria et avec l'équipe de France. Et donc ça ne va pas être forcément évident, mais il y a des chances de les voir sortir des poules. Après, gagner la compétition, ça me semble quand même être compliqué. Et les pays du Maghreb? Les pays du Maghreb, c'est les grands absents de cette Coupe du Monde. Il y a des efforts qui sont faits, mais ce n'est pas encore suffisant pour concurrencer les équipes comme le Nigeria, qui sont historiquement très très forts sur le continent africain. Alors bon, il y a quand même un gros problème qui perdure, c'est la question du salaire par rapport aux hommes. Ouais, par exemple, si le revenu moyen d'une joueuse en division 1 aussi entre 1 500 et 3 000 euros contre le double pour un homme. Alors effectivement, moi j'essaie toujours de tempérer la question des salaires parce que pour moi, comme le disait Martha, il faut que les joueuses soient payées de manière juste. Alors pas forcément les sommes astronomiques et démesurées qu'on voit chez les garçons, mais en tout cas il faut qu'elles soient rétribuées à la hauteur des efforts qu'elles fournissent. Et effectivement, quand on voit 1 500, 3 000 euros, comparé à ce que gagnent les joueurs par exemple des grandes équipes de Ligue 1 française, pour moi, c'est pas assez. Ça veut dire qu'elles sont obligées de travailler à côté. Exactement. Beaucoup de joueuses, pas toutes, par exemple à Lyon, au PSG, certaines joueuses de Montpellier, par exemple, ne travaillent pas, font que du foot. Mais effectivement, il y a beaucoup de joueuses qui ont un double projet, qui vont travailler la journée ou qui font des études et le soir vont s'entraîner. Et donc, ce qui donne un championnat de France assez hétérogène finalement, parce qu'on n'a pas le même niveau quand on peut s'entraîner 2 fois par jour et quand on s'entraîne 1 fois en fin de journée. Mais la question des salaires, elle va évoluer quand il y aura beaucoup plus de sponsors qui vont venir dans le championnat de France. Est-ce que la Coupe du Monde, ça peut avoir cet effet-là, effectivement. Si le niveau de jeu et le spectacle est au rendez-vous, s'il y a des personnalités qu'on découvre pendant cette compétition, qui se révèlent, ça va attirer forcément des sponsors. Il y en a déjà beaucoup autour de l'équipe de France qui sont venus se rajouter pour cette Coupe du Monde. Et il y a des sponsors aussi autour de la compétition. Et donc, peut-être que ces sponsors vont rester après et vont s'intéresser au club de D1. Et c'est ce qui peut ramener et rapporter de l'argent et permettre de payer moins les filles. Et aussi les droits télé. On a vu que la D1 avait vendu ses droits télé cette saison à Canal+. Et peut-être que si les droits télé augmentent, ça aurait aussi un impact sur les salaires des joueuses. Merci beaucoup, Siani, pour cette analyse. On va bien sûr suivre cette coupe avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup.